Dans les couloirs feutrés de l'Élysée, une phrase résonne comme un coup de tonnerre. Nous ne suivrons pas le modèle français. Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré, le jeune capitaine burkinabé de 34 ans, marquent un tournant historique dans les relations franco-africaines. Cette déclaration, loin d'être un simple éclat diplomatique, révèle la fracture profonde qui s'opère entre la France et ses anciennes colonies. Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir au Burkina Faso en plein septembre 2022 après un coup d'État, incarne une nouvelle génération de dirigeants africains. Formé à l'école militaire de Kadiogo, diplômé en géologie, ce fils de cultivateur représente une rupture avec l'élite traditionnelle africaine, souvent formée dans les universités françaises, et maintenant des liens étroits avec Paris. Son parcours atypique et sa rhétorique anti-impérialiste en font le porte-voix d'une Afrique qui refuse désormais la tutelle française. La déclaration de Traoré s'inscrit dans un contexte particulièrement tendu. Le Burkina Faso traverse depuis 2015 une crise sécuritaire majeure avec la multiplication des attaques terroristes. L'intervention française, à travers l'opération Barkhane lancée en 2013, devait pacifier la région sahélienne. Pourtant, 9 ans plus tard, le bilan est catastrophique. Plus de 10 000 morts au Burkina Faso, 2 millions de déplacés internes et une progression constante des groupes armés terroristes. Cette situation explosive a nourri un sentiment anti-français croissant dans la population burkinabé. Les manifestations se multiplient devant l'ambassade de France à Ouagadougou, où des milliers de manifestants scandent « À bas la France » et brûlent des drapeaux tricolores. Cette colère populaire s'enracine dans la perception que la France maintient délibérément l'instabilité pour justifier sa présence militaire et économique. Le discours de Traoré face aux médias internationaux résonne comme un acte de souveraineté. La France nous a habitués à être des mendiants, des assistés. Nous voulons que cela change. Nous ne mendierons plus. Ces paroles, prononcées avec une conviction rare, traduisent l'aspiration profonde d'une jeunesse africaine éduquée, connectée au monde et qui refuse les schémas néocoloniaux. L'analyse des relations franco-burkinabais révèle les mécanismes du colonialisme moderne que dénonce Traoré. Depuis l'indépendance en 1960, le Burkina Faso reste économiquement dépendant de la France. Les accords de coopération signés au lendemain de l'indépendance maintiennent le pays dans une logique d'exportation de matières premières brutes vers l'ancienne métropole, sans valeur ajoutée locale. Le franc CFA, imposé aux anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest et du Centre, constitue l'un des piliers de cette dépendance. Cette monnaie, garantie par le Trésor français, oblige les pays de la zone franc à déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. Un mécanisme qui, selon les critiques, permet à la France de contrôler les politiques monétaires africaines et de maintenir ses anciennes colonies dans une situation de subordination économique. Les ressources naturelles du Burkina Faso illustrent parfaitement cette logique extractive. Le pays, l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest avec plus de 60 tonnes extraites annuellement, ne tire qu'un profit marginal de cette richesse. Les compagnies minières françaises et canadiennes rapatrient l'essentiel des bénéfices, laissant au pays hôte des royalties dérisoires et une pollution environnementale considérable. Cette situation économique désastreuse alimente les tensions sociales. Avec un PIB par habitant de $760 en 2022, le Burkina Faso figure parmi les pays les plus pauvres du monde. Le paradoxe est saisissant. Un pays riche en ressources naturelles, où plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté internationale. La prise de conscience de cette jeunesse africaine s'appuie sur des modèles de développement alternatifs. Les succès économiques de la Chine, du Vietnam ou plus récemment de l'Éthiopie et du Rwanda démontrent qu'un développement rapide est possible sans suivre le modèle occidental. Ces exemples nourrissent l'imaginaire d'une Afrique qui peut tracer sa propre voie. L'émergence d'Ibrahim Traoré coïncide avec un mouvement continental plus large. Du Mali au Niger, en passant par la Guinée, une nouvelle génération de dirigeants militaires conteste ouvertement la présence française. Cette dynamique révèle une transformation profonde des mentalités,
porté par une jeunesse qui refuse l'héritage colonial. Les réseaux sociaux amplifient cette contestation. Sur TikTok, Twitter et Facebook, les jeunes Africains partagent massivement des contenus critiques envers la politique française en Afrique. Les hashtags France Out, Bye Bye France deviennent viraux, créant une solidarité continentale inédite contre l'hégémonie française. Cette révolution des consciences inquiète profondément Paris. Les think tanks français multiplient les rapports alarmistes sur la perte d'influence de la France en Afrique. Le Quai d'Orsay révise ses stratégies, conscient que l'ancien modèle de relations privilégiées avec les élites africaines formées en France ne fonctionne plus face à cette nouvelle génération de dirigeants. La déclaration de Traoré révèle également les contradictions du discours français sur la démocratie et les droits humains. Alors que Paris condamne régulièrement les coups d'État en Afrique, l'opinion publique burkinabé soutient massivement le régime militaire de Traoré, perçu comme plus légitime que les gouvernements civils précédents, accusé de corruption et d'inefficacité face au terrorisme. Cette légitimité populaire de Traoré contraste avec l'impopularité croissante d'Emmanuel Macron en Afrique. Les sondages révèlent une chute drastique de l'image de la France sur le continent, particulièrement chez les jeunes. Cette évolution des perceptions constitue un défi majeur pour la diplomatie française, habituée à jouer sur les liens historiques et culturels. L'impact de la déclaration de Traoré dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle inspire d'autres dirigeants africains à adopter un discours plus ferme face à Paris. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en 2024, s'appuie sur cette dynamique pour renégocier les accords militaires avec la France. Cette contagion de la contestation transforme progressivement le paysage géopolitique africain. L'accusation de colonialisme moderne, portée par Ibrahim Traoré contre la France, ne relève pas de la simple rhétorique politique. Elle s'enracine dans une analyse minutieuse des mécanismes de domination que Paris a développés et perfectionnés depuis les indépendances des années 1960. Ces instruments de contrôle, plus subtils que la colonisation directe, n'en sont pas moins efficaces pour maintenir l'Afrique francophone dans une situation de dépendance structurelle. Le système monétaire constitue le pilier central de cette architecture néocoloniale. Le franc CFA, créé en 1945 et maintenu après les indépendances, lie irrémédiablement 14 pays africains à l'économie française. Cette monnaie, unique pour deux zones distinctes, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UMOA, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, prive ces nations de leur souveraineté monétaire. Les mécanismes du franc CFA révèlent une ingénierie financière sophistiquée au service des intérêts français. Le système de compte d'opération oblige les banques centrales africaines à déposer au moins 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français. En contrepartie, Paris garantit la convertibilité du franc CFA avec l'euro selon un taux de change fixe. Cette garantie, présentée comme un avantage, cache en réalité un instrument de contrôle redoutable. L'analyse des flux financiers révèle l'ampleur de cette ponction. Selon les estimations d'économistes africains, plus de 500 milliards d'euros de réserves africaines sont ainsi immobilisés dans les coffres du Trésor français. Ces fonds, utilisés par Paris pour financer sa dette publique à des taux préférentiels, représentent un transfert massif de richesses de l'Afrique vers la France. Les conséquences de ce système monétaire sur les économies africaines sont désastreuses. Le taux de change fixe avec l'euro, monnaie forte, rend les exportations africaines peu compétitives sur les marchés internationaux. Parallèlement, il favorise massivement les importations européennes, notamment françaises, créant des déficits commerciaux structurels. Cette situation explique en grande partie la désindustrialisation de l'Afrique francophone, incapable de développer une industrie manufacturière compétitive. Le Burkina Faso illustre parfaitement ces dysfonctionnements. Malgré ses importantes ressources en coton, le pays exporte principalement la fibre brute vers l'Europe, notamment vers les filatures françaises. La transformation locale reste marginale, privant le pays de la valeur ajoutée et des emplois industriels. Cette spécialisation dans l'exportation de matières premières brutes perpétue la logique coloniale
d'économie de comptoir. Les accords de défense constituent le second pilier du système néocolonial français. Ces accords bilatéraux, signés au moment des indépendances et régulièrement renouvelés, accordent à la France des privilèges exorbitants en matière de sécurité. Ils autorisent Paris à maintenir des bases militaires permanentes en Afrique et à intervenir militairement sans autorisation préalable des parlements africains. L'analyse de ces accords révèle leur caractère asymétrique. Alors que la France peut déployer ses forces sur tout le territoire de ses partenaires africains, ces derniers ne bénéficient d'aucune réciprocité. Cette dissymétrie traduit une relation de subordination déguisée en partenariat. Les interventions militaires françaises, présentées comme des opérations de maintien de la paix, servent souvent à préserver les intérêts économiques français et à maintenir au pouvoir des dirigeants dociles. L'opération Barkhane au Sahel illustre parfaitement cette logique. Officiellement lancée pour lutter contre le terrorisme, cette intervention militaire coïncide avec la découverte d'importants gisements d'uranium au Niger et de pétrole au Tchad. La présence militaire française sécurise l'accès de Total et d'Areva à ces ressources stratégiques, tout en justifiant le maintien de l'influence française dans la région. Les statistiques de l'aide publique au développement révèlent un autre mécanisme de domination. La France se présente comme le premier bailleur de fonds de l'Afrique francophone, distribuant annuellement plus de 4 milliards d'euros d'aide. Cette générosité apparente masque une réalité moins reluisante. L'essentiel de cette aide est lié, c'est-à-dire conditionné à l'achat de biens et services français. L'aide liée fonctionne comme un système de subvention déguisé aux entreprises françaises. Les projets d'infrastructures financés par l'Agence française de développement, AFD, imposent souvent le recours à des entreprises françaises, même quand des alternatives locales ou internationales seraient moins coûteuses. Cette pratique maintient la dépendance technologique des pays africains et limite le développement des capacités locales. L'éducation constitue un troisième levier de contrôle. Le système éducatif imposé dans les anciennes colonies françaises privilégie la formation d'élites occidentalisées, déconnectées des réalités locales. Les programmes scolaires, largement inspirés du modèle français, négligent l'histoire africaine, les langues locales et les savoirs endogènes. Cette orientation pédagogique produit des générations de cadres africains psychologiquement colonisés, persuadés de la supériorité du modèle occidental. Ces élites, souvent formées dans les universités françaises, reproduisent naturellement les schémas de pensée et de gouvernance importés de l'ancien colonisateur. Elles constituent un relais fidèle de l'influence française, perpétuant les mécanismes de domination culturelle. Les médias français en Afrique renforcent cette hégémonie culturelle. RFI et France 24, largement diffusés sur le continent, véhiculent une vision du monde conforme aux intérêts français. Ces médias, financés par l'État français, influencent l'opinion publique africaine en faveur des positions françaises sur les questions internationales. L'emprise française s'exerce également à travers les réseaux d'influence. La France-Afrique, ce système informel de relations personnelles entre dirigeants français et africains, perpétue les mécanismes de corruption et de prédation. Ces réseaux, animés par d'anciens responsables politiques et militaires français, facilitent l'accès privilégié des entreprises françaises aux marchés africains. Les révélations sur les activités de Bolloré en Afrique illustrent le fonctionnement de ces réseaux. Le groupe français a développé un empire économique sur le continent en s'appuyant sur ses relations privilégiées avec les dirigeants africains. Cette stratégie lui a permis de contrôler les ports, les chemins de fer et les médias dans de nombreux pays, créant des situations de monopole préjudiciables au développement. La justice française joue également un rôle dans ce système de contrôle. Les procédures judiciaires visant des dirigeants africains pour biens mal acquis constituent un instrument de pression redoutable. Ces poursuites, souvent sélectives, permettent à Paris de discipliner les dirigeants récalcitrants en brandissant la menace de poursuites pénales. Le contrôle des ressources naturelles représente l'enjeu économique central de cette domination. Les entreprises françaises, notamment Total et Areva,
bénéficient d'accords miniers et pétroliers particulièrement avantageux dans leurs anciennes colonies. Ces contrats, souvent négociés dans l'opacité, privent les États africains de l'essentiel de leurs ressources naturelles. L'exemple d'Areva au Niger révèle l'ampleur de cette prédation. Pendant 40 ans, l'entreprise française a exploité l'uranium nigérien à des conditions léonines, versant des royalties dérisoires à l'État nigérien. Cette exploitation intensive a enrichi la France, qui couvre 75% de ses besoins électriques grâce au nucléaire, tout en maintenant le Niger dans la pauvreté extrême. Ces mécanismes de domination expliquent l'irritation croissante de la jeunesse africaine face au discours paternaliste français. Les déclarations d'Emmanuel Macron sur « l'Afrique qui ne réussit pas à sortir de l'histoire » heurtent profondément une génération consciente des causes structurelles du sous-développement africain. La contestation portée par Ibrahim Traoré s'appuie sur cette prise de conscience collective. Elle révèle l'émergence d'une élite africaine décolonisée, capable d'analyser les mécanismes de domination et de proposer des alternatives. Cette évolution inquiète Paris, qui voit s'effriter les fondements de son influence en Afrique. La déclaration fracassante d'Ibrahim Traoré résonne dans les couloirs du pouvoir français comme un signal d'alarme majeur. Pour la première fois depuis les indépendances, l'édifice france-africain vacille sous les coups de boutoir d'une génération de dirigeants africains qui refusent ouvertement la tutelle parisienne. Cette remise en cause frontale du modèle français en Afrique plonge l'Élysée dans une crise stratégique sans précédent, obligeant Emmanuel Macron et ses conseillers à repenser entièrement leur approche du continent. L'onde de choc de la déclaration burkinabé atteint immédiatement les plus hautes sphères de l'État français. Dans les heures qui suivent les déclarations de Traoré, une cellule de crise se réunit au Quai d'Orsay sous la direction du ministre des Affaires étrangères. Les participants, diplomates chevronnés et africanistes confirmés, peinent à masquer leur désarroi. Les codes traditionnels de la diplomatie française en Afrique, rodés depuis 60 ans, semblent soudain obsolètes face à cette nouvelle donne. Les analystes du Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, CAPS, dressent un constat alarmant. La France perd progressivement son influence sur le continent africain, non seulement dans la zone sahélienne en proie à l'instabilité, mais également dans des pays traditionnellement stables comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Les sondages d'opinion révèlent une érosion constante de l'image française, particulièrement marquée chez les jeunes urbains éduqués. Cette défiance générationnelle inquiète au plus haut point les stratèges de l'Élysée. Contrairement aux dirigeants africains de la génération précédente, formés en France et imprégnés de culture française, ces nouveaux leaders puisent leur inspiration dans des modèles alternatifs. Ibrahim Traoré cite volontiers Thomas Sankara, Patrice Lumumba, mais aussi des figures contemporaines comme Paul Kagame ou Abiy Ahmed, qui ont développé leur pays sans suivre les prescriptions occidentales. La riposte française s'organise sur plusieurs fronts. Le premier réflexe consiste à mobiliser les médias français pour discréditer le régime burkinabé. Les éditorialistes parisiens multiplient les analyses sur l'instabilité politique au Burkina Faso et les dérives autoritaires du capitaine Traoré. Cette stratégie de communication, classique dans le répertoire france-africain, vise à isoler internationalement les dirigeants récalcitrants en les présentant comme des putschistes illégitimes. Parallèlement, la diplomatie française active ses réseaux traditionnels en Afrique. Les ambassadeurs reçoivent instruction de multiplier les contacts avec leurs homologues africains pour mesurer le degré de contamination de la contestation anti-française. Les premiers retours sont préoccupants. Même dans des pays alliés comme le Tchad ou le Gabon, les élites politiques et intellectuelles expriment une sympathie croissante pour le discours de Traoré. Cette évolution des mentalités africaines contraint Paris à réviser sa stratégie de communication. Le discours paternaliste traditionnel, qui présentait la France comme un partenaire bienveillant guidant l'Afrique vers le développement, ne passe plus auprès des opinions publiques africaines. Les conseillers en communication de l'Élysée travaillent à élaborer un nouveau narratif, mettant l'accent sur le partenariat d'égal à égal et le respect de la souveraineté africaine. Cette adaptation rhétorique s'accompagne de gestes symboliques.
Emmanuel Macron annonce la restitution de plusieurs œuvres d'art africaines conservées dans les musées français. Initiative largement médiatisée mais aux effets limités. Ces mesures cosmétiques ne trompent personne en Afrique, où l'opinion publique réclame des changements structurels plutôt que des symboles. La question militaire constitue l'épine dorsale de la crise franco-africaine. L'expulsion progressive des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger remet en cause tout l'édifice sécuritaire français au Sahel. Cette évolution contraint Paris à repenser sa stratégie militaire africaine, pilier de son influence depuis les indépendances. Les états-majors français étudient plusieurs options pour maintenir une présence militaire en Afrique de l'Ouest. La première consiste à redéployer les forces vers des pays encore alliés comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Cette stratégie présente l'avantage de préserver une capacité d'intervention régionale, mais elle expose ces pays hôtes aux critiques de leurs opinions publiques, de plus en plus hostiles à la présence militaire française. La seconde option privilégie la discrétion en développant des partenariats avec des entreprises militaires privées. Cette externalisation permet à Paris de maintenir une influence sécuritaire tout en évitant l'exposition politique liée au déploiement de soldats français. Plusieurs sociétés françaises de sécurité prospectent déjà en Afrique centrale, proposant leurs services aux gouvernements locaux. L'économie constitue le troisième front de la bataille franco-africaine. Les entreprises françaises, habituées à bénéficier de positions dominantes sur leur marché africain traditionnel, voient leur part de marché s'éroder face à la concurrence chinoise, turque et même africaine. Cette évolution oblige Paris à repenser sa stratégie économique africaine, longtemps fondée sur des rentes de situation héritées de la colonisation. Le Quai d'Orsay lance une offensive diplomatique pour convaincre les partenaires européens de soutenir la présence française en Afrique. Cette stratégie de européanisation de la politique africaine française vise à partager les coûts tout en conservant le leadership. L'Union européenne, préoccupée par les flux migratoires et les enjeux sécuritaires africains, se montre réceptive à ces propositions. Cependant, cette approche multilatérale dilue mécaniquement l'influence française. Les autres pays, européens, notamment l'Allemagne et l'Italie, profitent de cette ouverture pour développer leurs propres partenariats africains, souvent en concurrence directe avec les intérêts français. Cette européanisation tant souhaitée par Paris pourrait ainsi accélérer le déclin de l'influence française exclusive en Afrique. La France tente également de jouer la carte de la jeunesse africaine en multipliant les programmes d'échange universitaires et les bourses d'études. L'objectif consiste à former une nouvelle génération d'élites africaines francophiles, susceptibles de relayer l'influence française dans leur pays d'origine. Cette stratégie à long terme ne peut, cependant, contrer l'hostilité immédiate d'une jeunesse africaine majoritairement critique envers la France. Les réseaux sociaux constituent un nouveau champ de bataille pour l'influence française en Afrique. Les déclarations de Traoré, largement relayées sur TikTok et Twitter, touchent directement une jeunesse africaine hyper connectée. Paris tente de riposter en développant sa présence sur ces plateformes, mais la bataille de la communication numérique s'avère particulièrement difficile face à un discours anticolonial qui résonne naturellement auprès des jeunes Africains. L'administration française multiplie les études et les rapports pour comprendre les ressorts de cette contestation africaine. Les think tanks parisiens organisent des colloques sur l'évolution des relations franco-africaines et les nouveaux défis de la coopération. Ces exercices intellectuels révèlent souvent les limites de la compréhension française des dynamiques africaines contemporaines. La classe politique française peine à s'adapter à cette nouvelle donne africaine. Les responsables politiques, de droite comme de gauche, restent largement imprégnés d'une vision paternaliste de l'Afrique. Leur réaction aux déclarations de Traoré oscillent entre incompréhension et condescendance, révélant la persistance d'un imaginaire colonial dans l'élite française. Cette inadaptation de la classe politique française contraste avec la sophistication du discours des nouveaux dirigeants africains. Ibrahim Traoré, diplômé en géologie et parfaitement au fait des enjeux géopolitiques contemporains, maîtrise les codes de la communication internationale. Cette évolution du profil des dirigeants africains déstabilise une diplomatie française habituée à traiter
avec des interlocuteurs moins aguerris. L'opinion publique française découvre progressivement l'ampleur de la contestation africaine. Les médias français, longtemps complaisants envers la politique africaine de leur pays, commencent à interroger les fondements de la France-Afrique. Cette évolution médiatique, encore timide, reflète une prise de conscience progressive des dysfonctionnements du modèle français en Afrique. Certains intellectuels français prennent position en faveur d'une refondation complète des relations franco-africaines. Ils plaident pour l'abandon des mécanismes néocoloniaux et la construction de partenariats véritablement égalitaires. Ces voix, encore minoritaires, gagnent cependant en audience face à l'évidence de l'échec du système actuel. La diplomatie économique française tente de s'adapter en mettant l'accent sur les investissements productifs plutôt que sur l'aide traditionnelle. Cette évolution vise à répondre aux critiques africaines sur l'inefficacité de l'aide au développement. Cependant, les entreprises françaises peinent à rivaliser avec leurs concurrents chinois ou turcs, plus compétitifs et moins regardants sur les questions de gouvernance. L'Élysée étudie également la possibilité de réformes monétaires pour répondre aux critiques sur le franc CFA. Plusieurs scénarios sont à l'étude, allant de modifications cosmétiques à une réforme plus substantielle du système monétaire. Ces réflexions révèlent la prise de conscience progressive que le statu quo n'est plus tenable face à la contestation africaine. La déclaration d'Ibrahim Traoré « Nous ne suivrons pas le modèle français » marque symboliquement l'entrée de l'Afrique dans une ère post-coloniale authentique. Cette rupture historique avec la tutelle parisienne ouvre des perspectives inédites pour le continent africain, qui explore désormais de nouvelles voies de développement et forge des alliances stratégiques alternatives. Cette transformation géopolitique majeure redessine les équilibres continentaux et internationaux, annonçant l'émergence d'une Afrique souveraine et maîtresse de son destin. L'onde de choc provoquée par les positions burkinabais se propage rapidement à travers le continent. Au Niger voisin, le général Abdourahmane Tiani s'inspire directement du modèle de Traoré pour justifier l'expulsion des forces françaises. Cette contagion de la souveraineté touche également des pays traditionnellement alliés de Paris. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye remet en question les accords de défense avec la France, répondant aux attentes d'une population majoritairement hostile à la présence militaire française. Cette synchronisation des contestations anti-françaises révèle l'émergence d'une conscience africaine collective. Les dirigeants de cette nouvelle génération entretiennent des relations étroites, partageant leurs expériences et coordonnant leurs stratégies. Cette solidarité continentale, inédite depuis l'époque de Kwame Nkrumah, inquiète les chancelleries occidentales qui voient se dessiner les contours d'un bloc africain indépendant. La dimension panafricaine de cette révolution diplomatique s'incarne dans le renforcement de l'Union africaine et de ses institutions continentales. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, lancée en 2021, prend une dimension politique nouvelle sous l'impulsion de ses dirigeants souverainistes. Cette intégration économique continentale offre une alternative crédible à la dépendance européenne, créant un marché intérieur de 1,3 milliard de consommateurs. Les partenariats avec les puissances émergentes se multiplient dans ce contexte de redéfinition géopolitique. La Chine, déjà premier partenaire commercial de l'Afrique, renforce sa présence à travers les nouvelles routes de la soie. Contrairement au modèle français fondé sur l'extraction de matières premières, Pékin propose des investissements massifs dans les infrastructures et l'industrialisation. Cette approche séduit des dirigeants comme Traoré, soucieux de développer les capacités productives de leur pays. La Russie émerge également comme un partenaire stratégique de cette Afrique souverainiste. Moscou mise sur ses capacités militaires et technologiques pour proposer une alternative à la coopération occidentale. Les livraisons d'armements russes au Mali et au Burkina Faso illustrent cette réorientation géopolitique. La Russie présente l'avantage de n'avoir jamais colonisé l'Afrique, ce qui facilite l'acceptation de ces offres de coopération par les opinions publiques africaines. La Turquie développe une diplomatie africaine particulièrement dynamique, s'appuyant sur sa position de pont entre l'Europe et l'Asie.
Ankara propose un modèle de développement basé sur l'industrialisation et la transformation technologique, incarné par le succès de ses entreprises dans les secteurs de la construction et de la défense. Cette approche pragmatique séduit des dirigeants africains soucieux de résultats concrets. L'Inde et le Brésil renforcent également leurs partenariats africains, proposant des modèles de coopération sud-sud fondés sur l'échange d'expériences de développement. Ces puissances émergentes, qui ont elles-mêmes expérimenté la sortie du sous-développement, offrent des alternatives crédibles aux prescriptions occidentales traditionnelles. Cette diversification des partenariats s'accompagne d'une révolution des modèles économiques africains. Les nouveaux dirigeants privilégient l'industrialisation et la transformation locale des matières premières, rompant avec la logique d'économie de comptoir héritée de la colonisation. Le Burkina Faso de Traoré lance des programmes ambitieux de transformation du coton et de valorisation de l'or, créant de la valeur ajoutée locale et des emplois qualifiés. Cette mutation économique s'appuie sur une révolution technologique accélérée. L'Afrique, continent le plus jeune du monde avec un âge médian de 19 ans, mise sur le numérique pour rattraper son retard de développement. Les innovations dans les services financiers mobiles, illustrées par le succès de M-Pesa au Kenya, démontrent la capacité d'innovation du continent. Cette leapfrog technologique permet de contourner les infrastructures traditionnelles défaillantes. L'éducation constitue un pilier central de cette transformation. Les nouveaux dirigeants africains investissent massivement dans la formation technique et scientifique, développant des universités technologiques connectées aux besoins économiques locaux. Cette révolution éducative vise à former une génération de techniciens et d'ingénieurs capables de porter l'industrialisation du continent. La révolution agricole accompagne cette transformation globale. L'Afrique, qui dispose de 60% des terres arables mondiales inexploitées, développe une agriculture moderne capable de nourrir sa population croissante et d'exporter vers les marchés internationaux. Cette révolution verte s'appuie sur les innovations technologiques et la valorisation des savoirs agricoles traditionnels. Les ressources naturelles, longtemps pillées par les puissances extérieures, deviennent des leviers de développement endogènes. Les nouveaux dirigeants africains renégocient les contrats miniers et pétroliers, exigeant une part plus importante des revenus et la transformation locale des ressources. Cette stratégie de ressources nationalisme permet de financer les investissements en infrastructures et en capital humain. La démographie africaine, souvent présentée comme un défi, devient un atout dans cette perspective de développement accéléré. Avec 2,5 milliards d'habitants attendus en 2050, l'Afrique disposera du plus grand marché de consommateurs jeunes au monde. Cette démographique dividende peut porter une croissance économique forte, à condition d'investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle. L'urbanisation accélérée du continent transforme également les dynamiques économiques et sociales. Les villes africaines, qui concentreront 70% de la population continentale en 2050, deviennent des pôles d'innovation et de création de richesses. Cette révolution urbaine nécessite des investissements massifs en infrastructures, créant des opportunités économiques considérables. La question énergétique illustre parfaitement les potentialités africaines. Le continent, qui dispose des plus importantes réserves mondiales d'énergie solaire, peut développer une économie décarbonée en s'appuyant sur les énergies renouvelables. Cette transition énergétique offre l'opportunité de construire un modèle de développement durable, évitant les erreurs des pays industrialisés. L'émergence d'une bourgeoisie africaine entrepreneuriale accompagne cette transformation. Ces nouveaux acteurs économiques, formés dans les universités locales et connectés aux marchés mondiaux, développent des entreprises africaines capables de rivaliser avec les multinationales occidentales. Cette africanerise du secteur privé local réduit la dépendance vis-à-vis des investissements étrangers. La culture et les industries créatives participent également à cette renaissance africaine. Le succès mondial de Nollywood, de l'afrobeat ou de la littérature africaine contemporaine révèle le soft power croissant du continent. Cette influence culturelle accompagne l'émergence géopolitique de l'Afrique, créant de nouveaux imaginaires de réussite africaine.
Les défis de cette transformation restent considérables. La gouvernance démocratique, les inégalités sociales, les changements climatiques constituent autant d'obstacles à surmonter. Cependant, l'émergence d'une génération de dirigeants africains décolonisés, incarnée par Ibrahim Traoré, offre des perspectives inédites pour relever ces défis. L'opinion publique internationale découvre progressivement cette mutation africaine. Les médias occidentaux, longtemps focalisés sur les crises et les conflits, commencent à s'intéresser aux success stories africaines. Cette évolution de la perception internationale accompagne l'émergence de l'Afrique comme acteur géopolitique majeur du XXIe siècle. La déclaration de Traoré « Nous ne suivrons pas le modèle français » symbolise donc bien plus qu'une simple dispute diplomatique. Elle marque l'entrée de l'Afrique dans une nouvelle ère historique, celle de la souveraineté retrouvée et du développement endogène. Cette révolution africaine, portée par une jeunesse éduquée et connectée, transforme déjà les équilibres géopolitiques mondiaux et annonce l'émergence d'un continent africain maître de son destin.